La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seule. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Cette session aujourd'hui sera animée par Sandra Varnier qui est en charge du service technique pour la France, par Philippe Meunier qui est responsable marketing pour l'Europe du Sud et conjointement avec moi qui suis responsable de la formation pour la France et le Benelux. Alors, si vous n'êtes pas coutumier de l'outil webinaire, sachez que votre son est coupé d'office quand vous vous connectez et que vous ne pourrez donc pas parler pendant la session. Néanmoins, vous aurez la possibilité d'inscrire vos questions dans l'onglet correspondant et nous y répondrons à la fin de la séance. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire sur le plan d'action avant réouverture. Donc la session d'aujourd'hui constitue le deuxième module d'une trilogie de formation que nous avons conçue pour nos clients. Nous avons proposé la semaine dernière un webinaire sur les bases en hygiène et le module de ce jour va donc porter sur quel plan d'action est nécessaire avant la réouverture de votre site. Donc nous allons aborder les points qui s'affichent à l'écran et nous allons les détailler ensemble. Enfin, pour clôturer cette trilogie, nous organisons les 3 et 4 juin prochains une présentation sur le thème que vous voyez à l'écran intitulé « Quel plan d'action après réouverture ?» où nous aborderons entre autres comment rétablir la confiance client. Alors aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous apporter notre expertise sur les procédures d'hygiène à mettre en place pour faire face à cette épidémie de coronavirus. Également de vous donner des conseils sur le plan d'action à mettre en œuvre pour assurer votre sécurité, bien entendu, celle de vos équipes et aussi celle de vos clients. Qu'il s'agisse de segments en restauration, en santé, maison de retraite par exemple également, en hébergement et en collectivité. Donc voyons maintenant avec Philippe Meunier quelle préparation envisager avant la réouverture. Merci Claude et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Comme l'a dit Claude, vous avez la possibilité de poser des questions qui seront prises à la fin via l'outil de chat. Donc, quelle est cette importance du nettoyage et de la désinfection avant la réouverture? Elle s'appuie sur deux piliers. Un premier qui est l'hygiène personnelle, l'hygiène corporelle. C'est quelque chose dont on a énormément entendu parler autour des gestes barrières lors de cette épidémie de coronavirus, avec notamment un lavage des mains, avec un savon ou un savon désinfectant, ou en l'absence de point d'eau, on peut utiliser une solution ou un gel hydroalcoolique. Bien évidemment, cette hygiène personnelle, elle passe par la distanciation, ça aussi c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, et lorsque c'est nécessaire, le port d'équipements de protection individuelle tels que les masques. Mais le deuxième pilier dont on a beaucoup moins entendu parler et qui est, à mon sens, au moins aussi important, c'est l'hygiène de l'environnement, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les surfaces soient parfaitement nettoyées, voire désinfectées, et tout particulièrement ce qu'on appelle les objets ou les surfaces fréquemment touchées. En effet, ce sont ces surfaces qui peuvent être aussi un vecteur de la contamination lorsqu'on est amené à les toucher, et après on peut transmettre à nouveau ce virus. Donc, deux piliers, l'hygiène personnelle et l'hygiène de l'environnement. Donc pour bien se préparer sur ces deux piliers, on va voir tout de suite des outils pour vous aider. Et la première chose à faire, c'est vraiment pour anticiper et préparer cette réouverture, c'est s'assurer que l'on a tout ce dont on a besoin à disposition. Donc ça peut être des éléments très concrets, tels que les masques si on a besoin de masques, les gants, les lunettes de protection pour manipuler des produits chimiques. C'était des choses qui étaient déjà nécessaires avant lorsqu'on était sur des produits dangereux, des vêtements de protection, mais aussi qu'on ait en quantité suffisante les savons pour les mains ou les savons désinfectants pour les mains et les désinfectants pour les mains, à la fois pour le personnel et pourquoi pas les visiteurs.
Est-ce qu'il faut aussi, si l'on veut rentrer dans ce type d'activité, est-ce qu'on veut avoir un équipement pour contrôler la température? Ça peut être quelque chose que la collectivité ou l'entreprise veut mettre en place. De même, s'assurer qu'on a bien, après cette longue période de fermeture, encore en stock les produits nécessaires pour s'assurer d'un bon nettoyage et d'une bonne désinfection des surfaces, et plus particulièrement donc des surfaces fréquemment touchées. Est-ce qu'on a les produits de nettoyage? Et on a développé des outils beaucoup plus complexes. Là, on va vraiment tout lister. Hein. Est-ce qu'on a les produits de dégraissement? Est-ce qu'on a les produits nettoyants pour les sols, pour les sanitaires, etc., etc. Et puis, on ne nettoie pas qu'avec des produits et des hommes, on nettoie aussi avec des outils de nettoyage. Donc, s'assurer qu'on a les bons outils de nettoyage, qui peuvent être des franges ou des lavettes, s'assurer qu'on a les bons outils pour éliminer les salissures, comme les sacs poubelles, et s'assurer qu'on a les éléments qui vont permettre de former le personnel aux bonnes pratiques d'hygiène ou de les reformer aux bonnes pratiques d'hygiène. J'ai parlé des plans d'hygiène et des affichettes murales qui vont être des éléments sur lesquels on va pouvoir s'appuyer et au fur et à mesure qu'on va faire cette période de réouverture. Donc, on a vu nos deux piliers, on a vu nos listes pour contrôler qu'on a bien tout à disposition. Et on va d'abord s'intéresser maintenant à la sécurité des salariés, à la sécurité des employés. Et on va voir comment on peut protéger ces salariés parce que c'est vital lors de la reprise de l'activité. C'est des choses qui sont peut-être mieux connues, mieux connu, mais ça ne veut pas dire mieux maîtrisé, mais pour éviter ces risques, pour protéger ces équipes, ça passe bien évidemment tout d'abord par un bon lavage des mains, un lavage régulier. L'OMS, vous le savez, recommande un lavage simplement avec de l'eau et du savon. Donc on peut avoir donc des savons traditionnels ou des savons désinfectants. Et lorsqu'on est en absence de point d'eau, on utilise une solution ou un gel hydroalcoolique. C'est pas la solution magique qui fait tout. Hein, c'est vraiment la solution lorsqu'on est en absence de point d'eau. Un bon lavage des mains avec un savon désinfectant est toujours ce qu'il y a de mieux. Et par exemple, lorsqu'on est dans un secteur de la restauration en cuisine, c'est souvent plus facile d'avoir accès à un point d'eau. Et donc, cette méthode d'hygiène des mains est probablement la plus adaptée. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un geste que l'on fait très fréquemment. Et si on est amené à faire ces gestes-là, il va falloir se relaver les mains parce que non seulement on risque de contaminer ses yeux et sa bouche si ses mains n'ont pas été lavées au préalable, mais par exemple, si on se retouche le nez alors qu'on vient de se laver les mains, on se recontamine les mains. Donc ça veut dire qu'en permanence, on va être obligé de s'assurer d'avoir une bonne hygiène des mains. C'est vraiment la clé de voûte de cette protection du personnel. Il faut éviter le contact rapproché avec des personnes malades, ça paraît évident, et porter un masque lorsque cela est exigé. Que ce soit un masque FFP2 ou un masque chirurgical en fonction des zones où vous êtes amené à travailler. Je pense que ça peut être une mesure de protection quasiment systématique pour éviter les risques de transmission. Une fois qu'on a pensé à protéger ces équipes, il faut bien évidemment penser à protéger les autres. Alors les autres, ça peut être notamment des convives, et on va voir ça tout de suite. La première chose pour protéger les autres, on l'a déjà évoqué, c'est nettoyer et désinfecter les surfaces et en permanence les surfaces les plus fréquemment touchées. C'est le lavage des mains, le nettoyage et la désinfection des surfaces. C'est les deux piliers qu'il faut impérativement respecter. On va venir tout à l'heure bien plus en détail sur ces opérations, comment on le fait. On sait ce qu'il faut faire maintenant et on verra tout à l'heure comment on le fait. Je te repasse la main, Claude.
Oui, tout à fait. Pour bien anticiper et préparer, il va falloir aussi vérifier un certain nombre de points. On l'a évoqué à travers les checklists, nous allons en fait vérifier les stocks disponibles. On l'a vu, les stocks disponibles de protection individuelle, d'équipements de protection individuelle comme les masques, les gants, les lunettes, les chaussures, les uniformes. Un certain nombre de ces EPI étaient déjà utilisés sur vos sites, bien entendu, avant le coronavirus. Simplement, il faudra peut-être encore maintenant être encore plus vigilant sur leur bonne utilisation. Et puis d'autres pays comme les masques notamment, on en parle beaucoup, vont faire leur apparition certainement encore plus fréquemment sur vos sites. L'hygiène des mains est un point crucial avec l'hygiène du personnel. Donc là, il est clair que les produits d'hygiène des mains devront être présents sur les sites en portant une attention particulière sur les dates de péremption. Hein, ces produits ont des dates de péremption, donc soyez vigilants quand vous rouvrez vos sites, quand vous faites vos stocks, de bien vérifier la date d'utilisation des produits. Alors quand on parle de produits, quand on parle d'hygiène corporelle, il faut aussi parler de l'hygiène des surfaces, on l'a vu avec les produits de nettoyage et de désinfection. Donc faites attention à la bonne rotation de vos stocks également, avoir des produits suffisamment en stock pour pouvoir faire face à toutes les opérations de nettoyage que vous allez mettre en œuvre. Certains produits ont également des dates de péremption, donc soyez vigilants sur la gestion de vos stocks. Et puis quand on parle de produits, il nous faut également des outils de nettoyage pour les mettre en œuvre. Donc là encore, nous allons porter une attention particulière à la propreté de ces outils de nettoyage, parce que vous comprenez bien que si nous nettoyons des surfaces avec des outils qui ne sont pas parfaitement propres, nous avons un risque de contamination de ces surfaces par les outils de nettoyage. Donc il faudra porter une attention particulière aussi aux outils de nettoyage afin qu'ils soient propres et en bon état. Donc pour l'hygiène des mains, il faudra être également vigilant sur la disponibilité des systèmes de dosage et des systèmes de mise à disposition des produits désinfectants comme les gels alcooliques. Nous allons les disposer partout où cela est nécessaire, comme par exemple au niveau du restaurant, bien entendu au niveau des toilettes et des vestiaires du personnel, également au niveau de la réception par exemple d'un hôtel, dans le hall d'entrée d'un bâtiment, etc. Donc là, il faudra disposer ces systèmes de dosage le plus, de manière appropriée afin qu'ils puissent réellement répondre aux besoins en termes d'hygiène du personnel. Ensuite, pendant cette période de réouverture, vous allez peut-être mettre en place des nouvelles procédures de nettoyage et de désinfection avec quelquefois des nouveaux produits que vous allez intégrer dans vos opérations de nettoyage. Eh bien, il faudra donc mettre à jour vos plans d'hygiène sur vos sites et faire attention à ce que vos plans d'hygiène et vos affichages relatifs à l'hygiène soient à jour, que le personnel soit bien entendu également informé de ces nouvelles procédures de nettoyage. Alors, bien entendu, on a vu que les outils de nettoyage étaient un des maillons importants pour avoir une bonne hygiène sur notre site. Donc, il va falloir prendre un certain nombre de mesures avant de pouvoir les utiliser pour nettoyer. Alors, qu'il s'agisse d'un nettoyage manuel ou d'un nettoyage mécanique avec une machine, par exemple, une monobrosse ou une autolaveuse, il va falloir prêter attention à la propreté du matériel. Donc, quand on parle d'outils de nettoyage, on le voit sur l'écran, vous avez des franges, bien entendu, des lavettes de nettoyage, vous allez utiliser des doubles seaux ou des seaux, vous allez utiliser des chariots quelquefois de nettoyage, des aspirateurs, etc. Donc là, il faudra vraiment être vigilant sur la propreté de ces outils et de faire bien attention à ce qu'ils soient bien nettoyés avant de les utiliser. Et une fois que vous les aurez nettoyés, de les conserver de manière adéquate afin d'éviter, bien entendu, qu'ils ne se salissent ou qu'ils ne soient contaminés par des sources extérieures. Alors voyons maintenant, qu'en est-il en laverie-vaisselle avec Sandra? Oui, merci Claude. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, au-delà des produits et des outils de nettoyage, c'est tout le matériel qu'il faut préparer. Avant la réouverture, nous vous recommandons donc de vérifier l'état de vos équipements et de les nettoyer. Alors, ça concerne par exemple la vaisselle, que nous conseillons de faire fonctionner plusieurs cycles à vide et de détartrer si nécessaire.
sans oublier les bras de la machine et les rideaux qu'il faut enlever pour les détartrer si nécessaire et les faire tremper dans une solution désinfectante. De manière générale, c'est tout le matériel au contact des aliments qui aura besoin d'un bon nettoyage, comme par exemple les couteaux et les planches à découper. Ce sera ainsi l'occasion de vérifier le bon fonctionnement des doseurs. Et puis, les réfrigérateurs et congélateurs aussi devront être nettoyés, et en particulier les joints qui voient souvent l'apparition de moisissures. Bon, il n'y a pas que dans la cuisine qu'il faut tout préparer. Voyons ce qu'il faut faire aussi pour la salle de restaurant. Pour la salle de restaurant, il faudra nettoyer et vérifier l'état de la vaisselle, y compris les couverts et la verrerie, les plateaux, ou encore vérifier l'état du mobilier et des rangements du restaurant. Les évacuations et les siphons aussi seront à vérifier pour s'assurer des bons écoulements et qu'il n'y ait pas de mauvaises odeurs. Et enfin, les sanitaires clients et les vestiaires du personnel. Vraiment, il faut profiter de cette période très spéciale pour tout remettre en état de fonctionnement et de propreté. Et Claude, as-tu des conseils à nous donner à ce sujet? Oui, en effet, donc la préparation va inclure également une phase de formation de vos équipes. Donc, il est important de s'assurer de la bonne compréhension par vos équipes des procédures que vous allez mettre en place sur votre site. Dans certains cas, vous allez introduire de nouveaux produits sur votre site. Certaines fréquences ou procédures vont être modifiées. Donc, pour toutes ces raisons, le personnel doit parfaitement savoir ce qu'on attend de lui, pour lui permettre d'une part d'être opérationnel et d'autre part d'être le plus efficace possible. Donc pendant le webinaire de la semaine dernière, nous avons vu que l'hygiène des mains est un point crucial contre la lutte contre la propagation du virus. On l'a vu aujourd'hui avec l'hygiène du personnel. Donc il est important de former et de sensibiliser vos équipes aux bonnes pratiques, aux bonnes procédures sur le lavage et la désinfection des mains. Le port approprié des EPI est également un sujet à considérer. Quel EPI faut-il porter, mais aussi comment porter les EPI de manière adéquate, comment porter un masque notamment. Un rappel sur les précautions d'emploi des produits désinfectants est également, je pense, nécessaire, à savoir comment les utiliser à la bonne concentration, mais aussi sur quelle surface et aussi surtout pendant quel temps minimum de contact. Le temps de contact est très important pour assurer une désinfection. Comment utiliser les outils de nettoyage dans de bonnes conditions d'hygiène. Donc, en fait, tout cela est important de rappeler. L'évaluation du risque sur votre site va vous permettre en fait de renforcer les mesures d'hygiène tout au long de vos opérations et notamment au niveau de l'hygiène des mains et des bons comportements hygiéniques de votre personnel. Donc, des recommandations claires doivent être faites aux équipes sur l'importance des mesures d'hygiène pour éviter tout risque de contamination. Ça, c'est vraiment une chose très importante. Alors, pourquoi accorde-t-on autant d'importance à l'hygiène des mains? Comme on voit à l'écran, il y a de nombreuses opportunités au cours d'une journée de toucher un très grand nombre de surfaces et donc potentiellement de les contaminer. Donc, en moyenne, on considère qu'en 30 minutes, une personne touche environ 300 surfaces, comme par exemple les poignées de porte, les interrupteurs, les téléphones ou encore un clavier d'ordinateur, mais aussi des surfaces comme les toilettes, les robinets, des surfaces telles que les plans de travail, etc. Donc, ce chiffre de 300 surfaces peut donner le tournis. Donc, il est crucial de respecter les procédures de lavage et de désinfection des mains, car pour rappel, environ 80% des infections sont transmises par les mains. Alors, quand faudra-t-il se laver les mains? Eh bien, les occasions de se laver les mains dans une journée sont très nombreuses. On va se laver les mains après avoir toussé, par exemple, ou éternué, après s'être mouché, lorsqu'on s'occupe aussi de patients. Dans une maison de retraite, dans un hôpital, il est important d'avoir une très bonne hygiène des mains également pour éviter de contaminer les personnes. Avant, pendant et après la préparation des aliments. Avant un repas.
après être allé aux toilettes. En fait, dès qu'on a les mains sales. Et en fait, on le voit, les opportunités d'avoir les mains sales se présentent très souvent pendant la journée. On va se nettoyer également les mains avant et après le nettoyage et la désinfection d'une surface. Après un contact avec des surfaces publiques, comme par exemple le guichet d'un hôtel. Après avoir retiré un masque, il est important, quand on met son masque, de respecter une certaine procédure, mais également quand on retire son masque, de se laver correctement les mains. Et on va également se laver les mains avant et après sa prise de poste. Et la liste ici n'est certainement pas exhaustive. Donc la gestion des produits de nettoyage et de désinfection des mains est un point crucial lorsque vous allez réouvrir votre site, et il faudra vraiment garantir d'une part la bonne rotation des stocks produits pour éviter d'avoir des produits périmés, mais également d'avoir la bonne gestion des stocks pour avoir toujours des produits adéquats disponibles pour avoir une bonne hygiène des mains. Donc voyons maintenant le rappel du lavage des mains. Alors que l'hygiène des mains est primordiale, nous avons vu la semaine dernière que 95% des personnes ne se lavent pas correctement les mains. Alors, nous mettons à votre disposition des affichettes qui décrivent très précisément les bons gestes du lavage des mains avec de l'eau et du savon d'une part, et les bons gestes de friction des mains avec un désinfectant hydroalcoolique d'autre part. Ce sont de bons supports de formation pour vos équipes, car ces affichettes permettent qu'aucune partie des mains ne soit oubliée, que ce soit les espaces interdigitaux, les pouces ou les ongles. Vraiment, ces affichettes rappellent tous les bons gestes et également l'importance d'y consacrer au moins 30 secondes. Il faut dire que la formation sera une composante importante dans la période de préparation à la reprise, et voyons ce que nous pouvons dire à ce sujet. Cette formation devra notamment insister sur la nécessité pour tous de renforcer tout au long de la journée son hygiène personnelle, c'est-à-dire l'hygiène des mains et les bons comportements en cas de toux ou d'éternuement. Il est rappelé à ce titre que les gants ne constituent pas une barrière absolue contre l'infection au coronavirus. En effet, rappelons que le virus ne traverse pas la peau, donc il n'y a pas de nécessité à se protéger avec des gants. Mais rappelons par contre que le danger vient du fait de porter ses mains à sa bouche, son nez ou à ses yeux. Or, ce ne sont pas des gants qui empêchent d'effectuer ces gestes. Tout de même, on pense que ça réduit très certainement la tentation de faire ces gestes. Alors, pourquoi pas utiliser des gants, mais si on le fait, il faut le faire en adoptant les bons comportements, c'est-à-dire notamment la technique particulière pour les retirer sans se contaminer les mains et en jetant après usage les gants jetables, comme leur nom l'indique, ils ne doivent pas être réutilisés. Voyons maintenant où placer les produits d'hygiène pour les mains. Pour permettre au personnel de se laver et de se désinfecter les mains aussi souvent que nécessaire, les produits d'hygiène pour les mains doivent être placés de manière stratégique dans tous les endroits où le personnel pourra en avoir besoin. Dans la partie cuisine, bien sûr, il faudra un savon désinfectant à tous les points d'eau qui servent au lavage des mains. On pourra également mettre un désinfectant à l'entrée de la cuisine, à disposition de toute personne pénétrant dans la cuisine. Dans la salle de repos, qui ne possède pas forcément de point d'eau, on placera de même un désinfectant à l'entrée de la pièce. Dans les toilettes et vestiaires, chaque lavabo sera équipé d'un distributeur de savon désinfectant. Et parce que la peau des professionnels est beaucoup sollicitée par les nombreux lavages et désinfections tout au long de la journée, nous pouvons conseiller de mettre à la disposition du personnel une lotion ou une crème de protection des mains. Pour compléter les gestes barrières, il peut être utile de porter des équipements de protection
en l'occurrence des masques. Alors, on distingue deux types de masques, les masques de protection filtrants et les masques chirurgicaux. Les masques de protection respiratoire jetables filtrants sont aussi appelés masques FFP, qui est l'abréviation de Filtering Face Piece. Le but de ces masques est de filtrer les particules dans l'atmosphère pour qu'elles ne puissent pas être respirées par la personne qui porte le masque. On dit que les masques FFP bloquent la porte d'entrée des virus. Les masques FFP sont donc des équipements de protection individuels qui sont à porter en cas de cas suspectés ou avérés de Covid-19. Ces masques ont des performances de filtration qui peuvent varier. On parle de FFP1 lorsque les masques ont la capacité de filtrer au moins 78% des particules. FFP2 correspond à une capacité filtrante de minimum 92% des particules. Et dans le cas de coronavirus, c'est cette qualité qui doit être utilisée. Quant à FFP3, c'est pour la plus haute qualité de masques filtrants qui sont capables d'arrêter 98% des particules. Pour jouer leur rôle, les masques doivent être portés de façon très ajustée sur l'arête du nez grâce à une languette métallique et seulement pendant la durée d'efficacité indiquée. Ils ne sont pas réutilisables, il faut les jeter après chaque utilisation. Les masques chirurgicaux ne sont en revanche pas des équipements de protection individuelle, mais des équipements de protection collective. Leur rôle est d'arrêter les gouttelettes éventuellement infectées émises par le porteur du masque. On les appelle donc aussi masques anti-projection et on dit qu'ils agissent sur la porte de sortie des virus. Ils protègent toutefois la personne qui les porte par le fait qu'ils l'empêchent de se toucher la bouche ou le nez. Alors, il existe des masques chirurgicaux jetables et d'autres en tissu, lavables un nombre déterminé de fois. Dans tous les cas, ils ne doivent pas être portés trop longtemps, sous peine de devenir humides et de ne plus jouer leur rôle anti-projection. Coronavirus est un virus assez gros, 3 fois plus gros que norovirus, par exemple, si bien que des masques plus simples, comme les masques grand public, notamment faits maison, peuvent aider à se protéger collectivement contre sa propagation. Donc, nous avons fort à faire pour nous préparer et former le personnel avant la réouverture. Et Ecolab peut éventuellement évidemment vous y aider. Voyons comment avec Claude. Ce ne sera pas avec Claude, désolé. Désolé, c'est avec moi. Philippe. Donc on a évoqué, on a déjà évoqué l'hygiène des mains, on a évoqué les produits de nettoyage et désinfection, on a évoqué les outils de nettoyage et désinfection. Il y a un élément majeur qu'on a omis d'évoquer jusqu'à présent et qui est pourtant partout lorsqu'on va faire du nettoyage. Et je veux parler de l'eau. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire autour de l'eau au moment où on va vouloir démarrer ces procédures de nettoyage et de désinfection? On est après une période où la plupart des sites sont restés inactifs, ce qui veut dire qu'il y a de l'eau stagnante un peu partout. Donc nos recommandations, et Sandra l'a déjà évoqué, pour faire tourner les machines des lave-vaisselle, mais c'est aussi important pour éliminer cette eau stagnante qui aurait pu rester dans les canalisations. On va vouloir aussi nettoyer toutes les surfaces qui sont potentiellement des surfaces qui étaient humides, et donc on va retrouver sur les rideaux des lave-vaisselle. Ça peut être une bonne occasion de détartrer le lave-vaisselle si ça n'avait pas été fait avant le redémarrage, parce qu'on sait très très bien que lorsqu'on a des zones entartrées, ce sont potentiellement des zones où on peut avoir création de biofilms, et donc on peut retrouver dans ces zones-là
des micro-organismes. Donc, autant que se faire se peut, on va vouloir les éliminer au moment de redémarrer. De même, on va vouloir faire la même chose sur les machines à laver. Et bien évidemment, si on est dans le secteur hôtelier ou si on a des douches pour le personnel, par exemple, là aussi, on va vouloir éliminer cette eau qui a potentiellement stagné et on va faire couler l'eau chaude ou l'eau froide pendant quelques minutes. L'objectif, c'est d'éliminer éventuellement d'autres micro-organismes que le coronavirus dans l'eau. On a tous entendu parler de la légionelle. Et dans ces périodes-là où on a une eau stagnante qui est restée longtemps, on peut avoir des contaminations avec ce type de bactéries sur nos réseaux d'eau. Sur d'autres équipements, de la même manière, on va vouloir s'affranchir de problèmes éventuels de contamination. Machine à glaçons, on va fabriquer un lot de glaçons que l'on va éliminer au cas où cette eau aura été contaminée. Sur les machines à café, on va désinfecter les tubes d'entrée, on va mettre de nouveaux filtres en place. Et pour tout ce qui est équipement en contact avec les denrées alimentaires, on va nettoyer et désinfecter. De manière générale, c'est essayer d'éliminer cette eau qui va nous servir ensuite au nettoyage, qui pourrait être potentiellement contaminée, pour repartir sur des bonnes bases. Donc une fois qu'on a fait cette opération clé sur nos réseaux d'eau ou sur nos machines qui utilisent de l'eau, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et utiliser des produits, tout d'abord pour se désinfecter les mains. Très rapidement, des exemples de ce qui est disponible dans notre gamme de produits. Donc, Epicare 5C, c'est une lotion lavante désinfectante qui existe en différents formats. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un format 750 ml pour un système de dosage particulier, mais il existe aussi en flacon de 500 ml avec une pompe, par exemple, ou en jerrycan de 5 litres pour mettre dans un distributeur de vrac. Tout ça, c'est donc un produit qui s'utilise avec un point d'eau, puisque c'est une lotion lavante, donc c'est un produit 2 en 1 qui nettoie la peau et qui la désinfecte. En l'absence de point d'eau, on va être obligé d'utiliser des solutions ou des gels hydroalcooliques, donc des solutions avec des produits qui sont prêts à l'emploi, comme l'Epicare DES. Vous voyez ici un flacon de 500 ml sur lequel on peut visser un flacon pontre, ou on peut mettre ce flacon dans un distributeur, ou Spirigel complète, qui est un gel hydroalcoolique qu'on va mettre, comme vous voyez sur l'image, dans un doseur. En plus de ça, et pour répondre à une demande croissante autour de ces produits, on a développé des produits en plus grand conditionnement qui vont permettre de remplir soit des bouteilles qu'on va mettre à disposition dans des petits supports ou dans des zones mobiles, ou remplir des doseurs, un petit peu de vrac, qu'on va pouvoir mettre sur forme de stations de désinfection, qui sont aussi des choses qu'on met en œuvre à différents endroits du site. Donc là, ce Manodesh GP, c'est un produit qui est disponible en 16 kg, 20 litres, pour pouvoir remplir de manière continue tous ces différents points où on va assurer une désinfection des mains. En l'absence de points d'eau, on est persuadé qu'il va y avoir une demande croissante sur ce type de produit, pas simplement pour les équipes, mais aussi pour les visiteurs, pour les convives, pour les hôtes, parce que tout un chacun était un petit peu habitué à utiliser ce type de produit. Donc on va avoir un besoin croissant pour rassurer, je pense que c'est un mot important, pour rassurer ses propres clients. Une fois qu'on a bien traité ses mains, qu'on a bien désinfecté ses mains, le deuxième pilier que j'évoquais tout à l'heure, et on va revoir tout de suite sur les produits destinés à l'univers de la restauration. On a aussi là une gamme complète de produits, soit sous forme concentrée, donc qui sont des produits qu'il va être nécessaire de diluer au travers de postes de désinfection, par exemple, ou d'autres systèmes de dosage pour remplir des pulvérisateurs ou pour remplir des seaux.
Vous voyez à l'écran des produits sous forme de jerrycan de 5 litres et des produits sous poche de 2 litres qui permet en plus de réduire les quantités de déchets d'emballage qu'on va être amené à gérer. Et à côté de ces produits concentrés qui sont nécessaires de diluer pour utiliser, on a aussi des produits prêts à l'emploi, donc soit en pulvérisateur, soit en lingette, mais on a ajouté à notre gamme un produit en 5 litres sur lequel on peut venir visser un pulvérisateur. On peut directement pulvériser ce produit sur les surfaces pour les nettoyer et les désinfecter, ou bien on peut le retransvaser dans un plus petit pulvérisateur, c'est au choix. Donc on a traité ces surfaces destinées à la restauration, mais qu'en est-il pour les surfaces hors cuisine? Eh bien, nous avons une gamme comparable de produits de nettoyage et de désinfection, des surfaces non destinées au contact avec les denrées alimentaires et actives contre coronavirus. Dans cette gamme, nous retrouvons quelques produits que Philippe vient de vous présenter pour l'hygiène des surfaces alimentaires, à savoir Ecobac classique, Diésine CL, Oasis Pro Va Premium ou Desguard 20. Ces produits sont conçus et autorisés à la fois pour des applications alimentaires. Dans le cadre de la législation biocide, on parle de produits TP4 et aussi pour des applications non alimentaires et on parle alors de biocide TP2. Dans une école, par exemple, eh bien, on va pouvoir utiliser ces produits à la fois dans la cuisine et pour la désinfection des salles de classe. Et puis, nous avons d'autres produits qui n'ont vocation à être employés que sur des surfaces non alimentaires. Alors, cela peut être des produits spécialement dédiés aux sanitaires, comme Diésine Max, qui est en bidon de 5 litres ou en flacon d'1 litre, ou alors Oasis Pro 61D Premium, qui est en poche de 2 litres. Alors, en quoi sont-ils dédiés aux sanitaires? Eh bien, c'est parce que ce sont des produits acides, donc à la fois détergents, désinfectants et détartrants. Et dans le contexte des sanitaires, le détartrage est important. Parmi les autres produits pour sol et surface, les produits Diésine Pro et le prêt à l'emploi Incidine Foam sont quant à eux plus particulièrement indiqués pour le bio-nettoyage dans le secteur de la santé. Et enfin, le produit en poche, l'eau d'ammonium, a la particularité d'être un désinfectant de surface spécialement formulé pour les zones qui offrent des possibilités de contact avec la peau, telles que les salles de bain, les spas ou les salles de sport. Voyons maintenant ce qui concerne le lavage et la désinfection du linge. Pour le linge, il existe deux manières de fonctionner. Sur les petits lave-linges, on privilégie le lavage avec un produit unique, une poudre de lavage. Et nous avons deux poudres de lavage qui sont également désinfectantes et actives contre coronavirus. Alors, l'une d'elles, Eltra, doit être utilisée à 60 ou 70 degrés et l'autre est la solution lorsqu'il n'est pas possible de laver à température élevée. Elle s'appelle Eltra 40 Extra et elle peut être utilisée à 40 degrés, ce qui permet le lavage et la désinfection du linge délicat. Pour les plus gros lave-linges, on obtient d'excellents résultats en fonctionnant avec plusieurs produits, généralement des liquides qui ont chacun leur rôle et qui sont injectés dans la machine, dans le lave-linge grâce à des pompes automatiques. Alors, pour une efficacité contre coronavirus, on utilise au minimum un produit de lavage et un liquide de désinfection. Plusieurs combinaisons de détergents et de désinfectants ont été testées et ont prouvé leur efficacité contre les virus enveloppés. Dans ces combinaisons, les désinfectants sont des liquides à base de peroxyde d'hydrogène qui ont donc des rôles à la fois de blanchiment des taches colorées et de désinfection.
Donc, parmi eux, nous avons ozonite qui est actif à 60 degrés et les deux autres, ozonite performance et turbo-oxydant, peuvent être employés pour du linge délicat puisqu'ils sont actifs à 40 degrés. Voilà pour cet aperçu des produits actifs contre coronavirus. Voyons maintenant comment les utiliser. Alors en effet, selon le profil de risque, les procédures conseillées ne vont pas être les mêmes. Nous pouvons en fait considérer 3 types de situations qui sont représentées ici sur l'écran selon différentes couleurs. Donc en vert, on considère que tout va bien. Aucun foyer d'infection n'est connu dans votre zone géographique. Dans ce cas, on va suivre les procédures existantes qui sont en cours et nous allons continuer de former le personnel, bien entendu, pour maintenir les bonnes pratiques d'hygiène et de désinfection en place. Donc la situation verte, pour faire court, c'est la situation que nous connaissions avant l'épidémie avec le coronavirus. En orange, il existe un risque d'épidémie dans votre zone géographique. Donc là, il va falloir sensibiliser les employés à la lutte contre l'infection, leur demander d'utiliser les EPI adéquates et leur communiquer les procédures de lutte contre les infections. Il faudra être plus vigilant sur un certain nombre de points par rapport à l'utilisation des outils et des produits, en vérifiant par exemple les délais de conservation des stocks. Il sera conseillé d'augmenter la fréquence des procédures de nettoyage, dont le lavage des mains, pas seulement le nettoyage des surfaces. En rouge, il faut réagir à une épidémie dans votre établissement pour briser la chaîne d'infection ou de maladie. Aujourd'hui, la France est dans cette situation, au moins dans certaines régions. Les procédures rouges vont donc s'appliquer avec plus de vigilance. Il sera nécessaire de mettre en œuvre des procédures renforcées en termes de fréquence de nettoyage et de désinfection, et là, être encore plus vigilant sur leur application, en formant et en sensibilisant régulièrement le personnel à leur application. Pour faire face à une épidémie, il faudra mettre en œuvre des procédures de nettoyage et de désinfection, et nous allons voir maintenant de quoi il s'agit. Alors, quand nous parlons de procédure jaune, de quoi parlons-nous en fait selon les différents environnements? Considérons tout d'abord les environnements, les espaces destinés au public. Alors, de quoi parle-t-on pour ces espaces-là? Donc, en fait, ici, nous parlerons des zones publiques, telles que par exemple les halls d'entrée, les couloirs, les salles de réunion ou encore les bureaux. Pour une bonne hygiène, nous conseillons d'utiliser un détergent désinfectant à appliquer sur toutes les surfaces. Et nous avons vu précédemment que plusieurs produits peuvent convenir, à la fois pour l'hygiène des surfaces et pour l'hygiène des mains. Donc sur ce slide, nous avons fait une sélection de quelques produits uniquement. La liste n'est bien entendu pas exhaustive, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Donc là, nous pouvons utiliser soit des produits prêts à l'emploi avec l'Oasis Pro 20 Premium ou le Desguard 20, des produits concentrés, pardon, soit un produit prêt à l'emploi en flacon de 750 ml comme le Kitchen Pro Oxyfoam S. Mais quel que soit le produit, la procédure que vous avez mis à disposition en œuvre sur votre site doit être respectée. Donc là également, il faudra mettre à disposition du personnel et de la clientèle soit des savons, soit des gels alcooliques pour leur permettre d'avoir une bonne hygiène des mains. Et nous allons voir en particulier, en plus des produits, en plus des outils de nettoyage, les points spécifiques de contact sur lesquels il faudra vraiment porter votre attention car ils sont source de contamination potentielle. Surtout, ces points spécifiques de contact sont touchés de manière très régulière et très fréquente, à la fois par les clients et à la fois par le personnel. On va parler par exemple de poignées de porte ou de plaques de poussée. Les boutons d'ascenseur, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ascenseur, sont des surfaces que l'on touche très fréquemment. Les escaliers mécaniques ou les rampes d'escalier en font également partie avec le comptoir d'accueil, par exemple, dans un hôtel. Le téléphone public, même s'il y en a de moins en moins, on en a encore à disposition, et les ordinateurs également qui peuvent être mis à disposition des clients.
Les interrupteurs, les accoudoirs de chaises, vous voyez en fait qu'il y a un certain nombre de surfaces fréquemment touchées et qui peuvent être des sources de contamination potentielle. Donc vraiment, votre attention va porter non seulement sur la bonne procédure de nettoyage et de désinfection, mais également sur le nettoyage et la désinfection de ces surfaces. Alors, pour les toilettes, bien entendu, il faudra respecter la procédure de nettoyage mise en place sur votre site. Ici, nous avons cité quelques exemples de produits qui sont là encore soit des produits concentrés à diluer, comme par exemple le Diésine Max. Sandra l'a évoqué, c'est un produit acide, donc qui va permettre également de détartrer les surfaces. Et c'est un produit également qui a une très bonne odeur, une odeur très agréable, donc qui va laisser un parfum très agréable dans la pièce. Vous avez des produits détergents désinfectants comme l'Oasis Pro 20 Premium ou également un produit en poche à diluer qui est un désinfectant qui va vous permettre également de nettoyer les points spécifiques, enfin de désinfecter les points spécifiques de contact que nous allons voir. Pour ce faire, vous pourrez également disposer d'un produit prêt à l'emploi qui vous permettra également d'avoir une hygiène au niveau des points spécifiques de contact. Alors, quels sont-ils dans les toilettes? Nous allons citer de nouveau les poignées de porte et les plaques de poussée, qui sont des points très souvent touchés. Les interrupteurs, même si nous avons de plus en plus dans les toilettes un allumage automatique, mais les interrupteurs restent en vigueur. Les robinets et les poignées de lavabo, bien entendu. Également les distributeurs de savon mis à disposition pour la clientèle, par exemple, ainsi que les distributeurs d'essuie-mains. Sans oublier le bouton de poussée de chasse d'eau et les points de contact qui peuvent être touchés par les clients, notamment au niveau des poubelles, ou également nous trouvons aussi régulièrement des stations de change pour les bébés. Il faudra être vigilant également pour avoir une bonne hygiène au niveau de ces surfaces. Donc nous avons vu les toilettes. Qu'en est-il des hôtels et notamment de la chambre client? Donc là, en hôtellerie, pour le nettoyage de la chambre, il sera vraiment important d'en plus de votre procédure standard de nettoyage, de désinfecter les surfaces régulièrement touchées par le client. Là encore une fois, vous avez des produits très intéressants pour la désinfection, comme le lot d'ammonium par exemple, mais également des produits à nouveau détergents désinfectants comme l'Oasis Pro 20 Premium ou le Desguard 20. De nouveau, on va retrouver un produit prêt à l'emploi qui va vous permettre de nettoyer, désinfecter les surfaces fréquemment touchées. Donc là, c'est encore une fois qu'une sélection. Vous avez dans votre hôtel certainement des procédures déjà en place, bien entendu. Il faudra être vigilant sur la désinfection des points spécifiques de contact, tels que les poignées de porte et les plaques de poussée, de nouveau, le bureau sur lequel le client va pouvoir en fait travailler dans la chambre, le téléphone, bien sûr, mais aussi les télécommandes de télévision ou aussi les télécommandes de ventilation, s'il y en a dans la chambre, les interrupteurs, les accoudoirs de chaises, tout cela va devoir être réellement nettoyé, désinfecté pour assurer la meilleure hygiène possible d'un client dans sa chambre d'hôtel. Alors, qu'en est-il de la salle de bain du client? Eh bien entendu, la salle de bain du client va être soumise aux mêmes règles d'hygiène des surfaces. Nous allons retrouver ici différents produits en poche dédiés à l'environnement de l'hôtellerie, comme par exemple l'Oasis Pro 61D Premium, qui est un produit détergent désinfectant acide, ou l'Oasis Pro 20 Premium, qui est un produit détergent désinfectant plus alcalin. Nous retrouvons nos désinfectants que nous avons évoqués tout à l'heure pour des points de contact spécifiques que nous allons retrouver dans la salle de bain du client avec, comme d'habitude, les poignées de porte, les interrupteurs, les robinets et les poignées de lavabo, le distributeur de savon quand il y en a à disposition de la salle de bain, qu'il n'y a pas de produit d'accueil particulier, les porte-serviettes, bien sûr la lunette des toilettes et le bouton de poussée de la chasse d'eau, et les points de contact, par exemple au niveau des poubelles. Donc ça, on va retrouver toujours les mêmes procédures renforcées sur la désinfection de ces surfaces et de ces points spécifiques.
Alors pour terminer, nous allons voir les centres de fitness. Donc là, nous allons parler de la désinfection des équipements et des machines de sport qui sont mis à disposition des clients, soit d'un hôtel, soit d'un centre de sport. Nous avons ici, attention, toujours également une attention particulière à porter sur la désinfection des mains, avec notre conseil qui est de mettre à disposition des clients du centre de fitness des gels alcooliques pour leur permettre de se désinfecter les mains avant et après avoir utilisé les équipements de sport. Et là, nous avons le lodammonium, qui est un produit très intéressant pour ces types de surfaces, puisque le lodammonium est un produit désinfectant qui est à la fois adapté et agréé pour un contact avec la peau. Donc là, il n'y a pas de risque pour la peau par les utilisateurs. Même si on ne rince pas le produit, nous n'aurons pas de risque de contamination sur la peau. Il faudra juste prévoir, par exemple, un essuyage après un temps de contact sur la surface pour éviter toute trace sur la surface. Donc là, nous allons évoquer, bien entendu, tous les équipements et les machines de fitness, les poignées de porte, les plaques de poussée, bien entendu. On va retrouver les interrupteurs, on peut retrouver certaines télécommandes pour faire fonctionner soit la ventilation, soit pour faire fonctionner certaines machines, les fontaines à eau, certains distributeurs de boissons, etc. Donc là, il faudra être encore plus vigilant vraiment sur les surfaces, encore une fois, très fréquemment touchées par les clients. Donc nous avons évoqué les espaces publics. Maintenant, voyons avec Philippe, qu'en est-il des crèches et des garderies? Merci Claude, c'est effectivement très très important et de s'assurer de l'hygiène, de la propreté des surfaces et des zones publiques, puisque selon une étude récente, pour 30% des Français, l'hygiène sera la priorité dans le choix d'un restaurant. C'est le deuxième item, juste derrière les produits bio. Et pour l'hôtellerie, c'est exactement la même chose. C'est 23% des Français. C'est l'hygiène qui sera le facteur clé le plus important pour le choix d'un hôtel, juste derrière la politique d'annulation. Donc c'est vital de s'assurer et de mettre en avant les mesures d'hygiène que vous allez mettre en place dans vos établissements sur ces zones publiques, et on y reviendra dans le troisième webinaire aussi en matière de gagner la confiance des utilisateurs. Donc on va parler des crèches et des garderies qui sont un peu à cheval entre les zones publiques et les zones internes. Puisque normalement les parents ne rentrent pas et donc c'est un univers un peu clos. Alors comment il faut faire pour nettoyer en toute sécurité, pour assurer une bonne hygiène de ces zones-là? C'est ce qu'on va voir justement maintenant, et on va différencier deux types de surfaces, deux types de zones. Tout d'abord les surfaces ou les zones alimentaires. Et là, comme vous avez pris l'habitude de le voir depuis quelques instants, on va lister les types de produits qu'on peut utiliser. Alors, on a mis en avant Kitchen Frodes ou des Sguardzin, mais on aurait pu très bien mettre Ecobac classique ou Dryzan Oxy en termes de produits prêts à l'emploi. La méthodologie va rester la même. On va vraiment s'assurer du maximum de nettoyage sur les points les plus fréquemment touchés, comme les tables, les chaises. Et lorsqu'on va parler de tables et chaises, on va faire attention à la zone qui se trouve juste en dessous du dossier qui sert à tirer une chaise. C'est peut-être pas forcément la zone à laquelle on pense en priorité pour le nettoyage, et pourtant elle est importante. Si on nettoie que le dossier et pas cette zone qu'on a juste en dessous de l'assise de la chaise, on passe à côté d'une surface que l'on touche très très fréquemment. Toutes les surfaces alimentaires, les verres, les couverts, les sucettes aussi, puisque là on est les tétines, donc, puisqu'on est dans un univers de type crèche. Ce qui est important de voir sur ces procédures, c'est que c'est fréquemment les mêmes types de procédures. Tout d'abord, on élimine tout ce qui est les débris, les grosses souillures, et typiquement dans l'environnement crèche, garderie,
c'est des quantités qui peuvent être importantes, avant de nettoyer et désinfecter avec la solution diluée du produit que l'on aura choisi ou du produit prêt à l'emploi lorsqu'on utilise un produit prêt à l'emploi, que l'on va appliquer et qu'on va laisser agir sur la surface avant de rincer à l'eau potable. Et une fois qu'on a rincé à l'eau potable, on laisse sécher à l'air libre. Voilà pour les zones alimentaires. On a des zones non alimentaires aussi dans les crèches et les garderies. On va voir comment on va les traiter maintenant. Donc on va pouvoir utiliser, c'est ça qui est peut-être intéressant sur des sites de plus petite taille, on va pouvoir utiliser les mêmes produits en zone alimentaire et non alimentaire. Donc vous revoyez l'Oasis Provins, le Desguard 20, on aurait pu remettre une fois encore l'Ecobac classique. Là, quelles sont les surfaces auxquelles on va prêter le plus d'attention? Sont les poignées de porte, les interrupteurs, les fontaines à eau, les claviers d'ordinateur, les tables à langer qui ont déjà été évoquées tout à l'heure pour les toilettes par Claude, les chaises hautes, les toilettes elles-mêmes, les sols, les chaises et bien évidemment les tapis de sol, les jouets, tout ce que l'on peut retrouver dans une crèche ou dans une garderie parce que ce sont clairement des objets les plus fréquemment touchés par les enfants et donc la plus forte probabilité de vecteur de transmission. Donc, il faut s'assurer que ces objets soient parfaitement propres et désinfectés. C'est important. Toujours en respectant la même méthodologie, on élimine les grosses salissures avant d'appliquer soit le produit prêt à l'emploi, soit le produit qui aura été dilué au préalable et en utilisant des systèmes de lavage comme des microfibres. Une fois qu'on aura utilisé ces microfibres, il va falloir les laver et les désinfecter, notamment avec des lessives complètes qui marchent très très bien dans une petite machine de 5 kg, comme les produits Eltra que nous a présenté tout à l'heure Sandra. Donc on a vu les zones publiques, on a vu un mixte un peu des zones publiques avec cette garderie et ces crèches, mais qu'en est-il des zones internes, de ce qu'on appelle en anglais back of the house, comment il faut faire? Eh bien oui, regardons les zones internes, c'est-à-dire les zones qui ne sont pas fréquentées par le public. Alors, première de ces zones, la salle de pause est une de ces zones. On va la traiter comme la zone de restauration. Donc, comme déjà expliqué, le document à l'écran est un exemple de procédure à suivre, car il ne cite pas de manière exhaustive tous les produits utilisables sur ce type de surface, parce qu'on a vu, ils sont nombreux, donc on a pris un exemple, et ce document n'est pas destiné à remettre en cause les pratiques habituelles, mais il vise par contre à mettre l'accent sur les points essentiels en matière d'hygiène dans le contexte actuel. Alors, on notera simplement les points de contact fréquents qui devront faire l'objet de désinfections plus fréquentes, comme toujours les interrupteurs, les rampes d'accès et les poignées de porte, mais également les poignées de tiroirs, d'armoires, et enfin tout ce qui est mobilier, table, chaises, banquettes. Citons également les robinets, les distributeurs de boissons, les éventuels bars à salade et sans oublier les points de contact des poubelles. Donc, voilà pour la partie zone de restauration. Maintenant, pour les cuisines et en particulier pour l'hygiène des surfaces alimentaires, eh bien, il est important de rappeler plusieurs choses. Alors, premièrement, que le lavage et la désinfection doivent être suivis d'une opération de rinçage pour limiter le risque de contamination des aliments par des produits chimiques. Deuxièmement, que le rinçage ne doit intervenir qu'après un temps de contact qui dépend du produit utilisé. En effet, les produits désinfectants sont actifs à une concentration donnée,
pendant un temps de contact donné. Donc, pour une désinfection garantie, ce n'est qu'après le temps de contact d'être rincé. Enfin, comme partout, une attention particulière doit être apportée à la désinfection des points de contact fréquents pour éviter le risque d'une infection indirecte par manuportage. Donc, ces points sont les tables, les plans de travail, les éviers, tout ce qui est tous les équipements comme les thermomètres, mais aussi les chariots, les distributeurs de boissons. Toujours dans la cuisine, mais cette fois, intéressons-nous aux surfaces non alimentaires. On va pouvoir utiliser les mêmes produits. Simplement, on n'est plus dans l'obligation de rincer. Voilà, donc de nombreux points de contact fréquents sont à ne pas négliger. Toujours de la même façon, les poignées ou plaques de poussée de porte, les poignées de tiroir. On a aussi les rideaux de séparation en plastique pour les réfrigérateurs et les congélateurs, les interrupteurs, les robinets, les armoires. On peut aussi citer tout ce qui est distributeur, par exemple distributeur de papier jetable, et puis les points de contact des poubelles. Et aussi tous les outils de nettoyage et les seaux. Sans oublier les équipements électroniques tels que clavier, téléphone, écran, ordinateur. Alors maintenant, qu'en est-il pour le lavage de la vaisselle? Eh bien, bonne nouvelle, les autorités de santé publique en Allemagne ou en France, la Société française d'hygiène hospitalière s'accorde à recommander de continuer à gérer la vaisselle selon les procédures habituelles. Alors, bien sûr, vos produits de lavage et de rinçage de la vaisselle en machine habituelle, qu'ils soient liquides, en cartouche ou en bloc solide, ne sont pas désinfectants. Et encore moins actifs contre coronavirus. Mais ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que le lavage en machine soit effectué dans de bonnes conditions et en particulier en respectant les temps de contact et une température de 60 degrés minimum au lavage et 80 degrés minimum au rinçage. Alors, ce sont ces conditions d'avoir en fait un lavage hygiénique de la vaisselle. Donc plutôt que le procédé de lavage de la vaisselle proprement dit, ce sont vraiment les étapes de transport de la vaisselle sale, puis de transport et de stockage de la vaisselle propre qui devront sans doute être réorganisées. Nos recommandations sont les suivantes. Utiliser des conteneurs clairement identifiés et fermés pour le transport de la vaisselle sale afin de limiter les risques de contamination avant nettoyage. Disposer ensuite la vaisselle sale dans le lave-vaisselle en utilisant des gants jetables, puis désinfecter les conteneurs ayant servi au transport de la vaisselle sale, et ranger la vaisselle propre dans des conteneurs propres et identifiés, bien sûr, à l'écart de la vaisselle sale. Donc, en laverie, la vaisselle est lavée comme d'habitude, mais il va falloir prévoir un désinfectant de surface actif contre coronavirus pour la désinfection des conteneurs de transport et de la vaisselle sale. Dernier univers que nous avons voulu aborder aujourd'hui, celui de la buanderie. Alors, nous l'avons vu, il y a des textiles qui doivent être désinfectés et pour cela, différents produits de désinfection des textiles sont à notre disposition. Qu'il s'agisse des poudres de lavage et de désinfection Eltra,
qui est actif à 60 degrés, ou Ultra 40 Extra qui est actif à 40 degrés, ou bien qu'il s'agisse de produits de désinfection seuls à utiliser en combinaison avec un détergent. Donc, ces produits de désinfection sont ozonite ou ozonite performance ou turbo-oxydant. Le linge qui devra être désinfecté est celui des personnes à risque. Par exemple, les vêtements de travail du personnel également. Et puis, nous l'avons vu, les lavettes et les franges qui ont servi au nettoyage et à la désinfection, et qu'il est primordial d'avoir propre et désinfecté pour désinfecter correctement les surfaces. Nous recommandons au personnel qui charge le linge dans le lave-linge de s'équiper de gants jetables et d'un masque FFP2. Mais dans une buanderie, il n'y a pas que le linge à désinfecter, il y a aussi les surfaces de contact qui sont à nettoyer et à désinfecter avec un désinfectant de surface. Ces surfaces comprennent les chariots de transport du linge. À noter aussi que dans les blanchisseries qui ont des lave-linges non munis d'une séparation entre le côté sale et le côté propre, la machine, et en particulier son hublot, devra être désinfectée aussitôt après introduction du linge sale, de manière à ne pas recontaminer le linge une fois qu'il sera propre. Donc voilà, nous avons fait le tour rapidement des procédures dites jaunes, adoptées pour la réduction du risque d'infection, et voyons maintenant les ressources supplémentaires pour vous aider à appliquer ces procédures. Oui, merci Sandra. Effectivement, à votre disposition et en libre accès sur notre site internet, il y a énormément de choses. Et je voudrais qu'on les balaye pour finir, et avant de passer aux questions, si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser par chat. Alors, il y a des formations au personnel. Je pense que c'est le début à tout bon redémarrage, c'est vraiment reformer le personnel sur l'hygiène du personnel, sur la distanciation, mais aussi aux bonnes pratiques d'hygiène. Donc on a développé des outils de formation qu'on peut mettre à votre disposition au travers de nos responsables de secteur en particulier. Des tableaux, alors ce qu'on appelait des tableaux d'instruction, donc des affichettes qui vont expliquer pour une surface donnée ou pour une typologie donnée comment on doit faire pour se laver les mains, toutes les séquences que vous avez vues tout à l'heure dans la présentation. Exactement la même chose pour comment on enlève et comment on met des gants, mais aussi comment on nettoie et on désinfecte. Étape par étape, c'est expliqué pour assurer une désinfection. Tout ça, c'est des choses qui sont à votre disposition. On a aussi essayé de lister tous les différents points de contact fréquents que l'on peut rencontrer dans différentes zones, et aussi on est là sur des instructions extrêmement visuelles pour bien mettre en avant les surfaces qu'il va falloir traiter avec le plus d'attention possible, et ça, bien évidemment, on le lie avec la formation au personnel. Les plans d'hygiène, alors des plans d'hygiène soit sous forme visuelle, soit sous forme écrite, ne mettant pas en avant un produit spécifique. Tout ça, ce sont des choses qui sont disponibles. Il y a une série de webinaires. Donc, on est dans le deuxième webinaire. Le premier webinaire parlait des bases de l'hygiène, et vous pouvez le retrouver sur notre site internet d'une part et sur YouTube. Ce deuxième webinaire est aussi enregistré et vous pourrez le retrouver sur ces mêmes plateformes. Et enfin, un troisième webinaire qui aura lieu tout au début du mois de juin, le 3 à 4 juin, sur qu'est-ce qu'on fait au moment de la réouverture, comment on s'assure que l'on maintient le rythme de cette bonne hygiène et comment on redonne de la confiance aux clients, comment on va communiquer aussi sur toutes ces procédures qui ont été mises en place pour rassurer les clients. Donc tout ceci se retrouve sur une adresse, ecolab.com, c'est
c'est notre site internet et vous pouvez retrouver dès la page d'accueil, hein, vous avez un pop-up qui est, si vous voulez cliquer dessus pour aller sur tous ces documents entre guillemets Covid-19. Vous allez retrouver tout ça. Je voulais vous présenter juste maintenant hein, les plans de nettoyage et de désinfection un peu génériques. Hein. On a des choses plus synthétiques sous forme visuelle, mais je pense que c'est intéressant de voir cette procédure extrêmement détaillée hein, qui a été réalisée par l'Institut Robert Koch. Alors Robert Koch, c'était le grand rival de Pasteur. On a les deux plus beaux instituts en Europe en matière de recherche sur les micro-organismes, hein, qui sont l'Institut Pasteur et l'Institut Robert Koch. Donc on va retrouver zone par zone, surface par surface, de manière extrêmement détaillée, les procédures à appliquer, quand faut-il le faire, comment il faut le faire, avec tel type de produit et pourquoi il faut le faire. Et ça, c'est quelque chose de très très complet qu'on met à votre disposition, en plus de plans d'hygiène sous forme visuelle dont vous avez peut-être plus l'habitude. On a essayé aussi de regrouper dans une brochure un petit peu générale que vous allez qu'on peut aussi vous faire parvenir un petit peu tous ces outils, tous ces checklists, tous ces zones de contact. Vous allez les retrouver dans cette brochure, hein, ce que vous voyez à l'écran. Les différentes checklists, la checklist de démarrage, puis zone par zone, les différentes checklists. Cette brochure, elle va vous permettre d'avoir accès à tous ces éléments-là. Va vous permettre d'avoir accès à quelques procédures. Vous voyez peut-être à l'écran la procédure pour mettre et enlever les gants. Il y a un récapitulatif aussi sur l'importance de l'hygiène des mains qu'on a largement vu aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce que c'est que le Covid, bien sûr. Et puis, mise en avant des règles d'hygiène, des bonnes pratiques de nettoyage. Tout ça, ça se retrouve dans cette brochure générale qui existe au format numérique et est donc téléchargeable. Donc, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, tout ça, c'est disponible sur notre site ecolab.com. Donc qu'on va voir maintenant à l'écran, et si vous voulez aller chercher un outil spécifique, bah c'est un outil, c'est un site un petit peu standard. Hein. Vous pouvez cliquer dès l'ouverture de ce site sur le pop-up pour y aller directement, et ensuite vous allez pouvoir avoir accès à l'intégralité des documents qui sont disponibles, que ce soit ces checklists, ces plans d'hygiène, ces affichettes ou les liens vers les différents webinaires. Donc tout ça est libre d'accès et disponible pour vous aider à redémarrer en toute sécurité et pour vous permettre d'assurer la sécurité tout d'abord de votre personnel, puis de vos clients ou de vos visiteurs. Donc je pense qu'on va maintenant passer avec Claude à une session de questions-réponses si on a eu des questions. Oui, tout à fait. Merci Philippe. Donc, avant de clôturer ce webinaire, nous allons maintenant consacrer du temps à vos questions. Donc, je vois qu'il y a un certain nombre de questions dans le panneau de chat. Donc en fait, il y a un certain nombre de questions qui nous demandent en fait comment accéder au support que nous présentons aujourd'hui. Donc comme l'a dit Philippe, ces supports seront mis, l'enregistrement de cette session et le PDF de cette présentation seront mis à disposition sur ecolab.com et l'enregistrement sera également, en plus d'ecolab.com, disponible sur YouTube. Donc là, c'est vraiment des documents que nous mettons à disposition de nos clients. Des questions également pour savoir quel est le lien pour participer au webinaire de juin. Donc là, Philippe, je pense que tu vas faire une communication à ce propos. Oui, on va communiquer, on va utiliser là encore notre site internet pour pouvoir mettre ce lien à disposition. Nos équipes commerciales vont aussi être équipées de ce lien pour pouvoir le transmettre directement à leurs clients, et puis il y aura des communications sur comme d'habitude sur les médias sociaux pour s'enregistrer. Une fois que vous êtes enregistré, très simple, je pense, de rejoindre le webinaire. Alors une question sur l'hygiène des mains, peut-être pour Sandra ou pour toi Philippe. Ne vaut-il mieux pas se laver les mains très régulièrement plutôt que de porter des gants qu'on ne lave pas toujours?
Oui, hein, c'est ce qu'on a dit. Les gants, c'est pas une protection absolue. Faut un peu se méfier des gants où on aurait tendance à se dire bon ben voilà, je mets des gants donc il peut rien arriver. La principale source de contamination, c'est par les mains, mais en portant ses mains à la bouche, au nez et aux yeux. Donc le fait de porter des gants n'empêche pas cette contamination par la bouche, le nez ou les yeux. Donc oui, le conseil, c'est plus une hygiène rigoureuse des mains par des lavages fréquents. Les gants peuvent t'aider, mais ce n'est vraiment pas une solution à part entière. Alors également peut-être une question pour toi, Sandra, à propos de la date de péremption des produits. Un produit dont la date de péremption est dépassée n'est donc plus utilisable? Point d'interrogation. C'est-à-dire que voilà, pour les produits désinfectants, la date de péremption indique la date limite jusqu'à laquelle nous garantissons l'efficacité, notamment désinfectante, du produit. Donc, au-delà de cette date, les propriétés désinfectantes ne sont pas garanties. Donc, bien évidemment, on ne recommande pas d'utiliser ces produits, en tout cas pour de la désinfection. Si c'est pour un autre usage, pourquoi pas, de façon en identifiant clairement le bidon, mais par contre, la désinfection, c'est vraiment, il faut absolument utiliser des produits qui sont encore en cours de validité. Alors, une question sans doute pour toi, Philippe. Où trouver le site Ecolab, les plans d'hygiène et les affiches? Donc le site Ecolab, c'est www.ecolab.com. Et donc c'est un site qui utilise la géolocalisation. Donc en fonction de l'endroit où vous êtes, il va vous orienter vers la bonne version. Donc comme on est en France, il va vous orienter vers la version française qui donne accès à tous ces outils. Il suffit de cliquer sur le pop-up qui s'affiche dès le démarrage, qui se trouve en haut de l'écran, et automatiquement vous êtes dirigé vers la page Covid-19. Et là, vous allez avoir accès aux différents éléments. C'est relativement visuel, donc il suffit de cliquer sur le lien pour avoir l'élément dont vous avez besoin. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez bien évidemment contacter votre responsable de secteur Ecolab qui a accès à tous ces outils aussi et qui peut vous aider. Alors, une question également à propos de l'hygiène des surfaces. Donc, on nous précise que le virus présent sur différents matériaux ne peut vivre que quelques jours au maximum. Pourquoi faut-il donc tout nettoyer avant de réouvrir? La procédure de nettoyage ne concerne pas forcément que coronavirus, enfin, en tout cas pour le redémarrage. On a vu qu'il y avait plusieurs, par exemple dans l'eau, il y a une possibilité que la légionelle se loge dans l'eau. Il y aura eu des poussières partout. Donc c'est un nettoyage global qu'il faut faire avant le redémarrage. Effectivement, s'il n'y a pas une présence humaine pendant un certain temps, pendant plusieurs jours, il n'y a pas de nécessité de désinfecter contre coronavirus. Mais c'est après, une fois que c'est redémarré, là par contre, il faudra utiliser des produits efficaces contre coronavirus pour éviter les problèmes d'infection possibles. Alors, une question sur les gels hydroalcooliques. En fait, un client nous dit que lors d'une formation, on lui a conseillé de ne pas les utiliser plus de 3 fois par jour, car cela forme une pellicule sur la peau qui emprisonnait les germes. Alors là, le personnel hospitalier l'utilise à longueur de journée et sans ce problème. Donc, bon, par contre, c'est vrai que de toute façon, on l'a dit, on recommande l'utilisation en priorité de l'eau et du savon. Le gel hydroalcoolique, c'est vraiment quand on n'a pas d'eau à proximité.
Alors, une question pour toi, Philippe. Le protocole de lavage des mains que nous avons vu, est-il disponible sur le site Ecolab ou sur PlanCheck? Il est disponible sur Ecolab. Sur PlanCheck, il y a quelque chose de similaire qui est disponible. Et sur YouTube, vous pouvez retrouver la même chose sous forme de vidéo, c'est-à-dire quelqu'un qui se lave les mains en même temps que les vignettes qui apparaissent à l'écran. Donc, ce qui peut être aussi un bel outil pédagogique, plus facile à appréhender que quelque chose en 2 dimensions. Donc, de voir quelqu'un se laver les mains et voir vraiment les gestes détaillés à l'écran. Donc, sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Ecolab, vous avez aussi cette vidéo. Donc, en plus des affichettes que vous pouvez retrouver. Alors, plusieurs questions à propos du Manodesh GP, Philippe. Est-il déjà disponible à la vente? Et y a-t-il des contenants avec pompe? Alors, il est disponible en commande. Il est disponible en commande. Il est disponible en commande puisqu'on l'a en stock à partir de lundi prochain. On peut déjà passer les commandes. Et avec en plus de ce produit, ce qu'il faut commander, c'est ce qu'on appelle un starter kit. Dans le starter kit, vous allez trouver un robinet bouchon qui permet donc de se visser sur ce jerrycan de 20 litres et donc de remplir des bouteilles de 1 litre. Dans le starter kit, on va trouver 6 bouteilles de 1 litre et un petit bouchon flip-flop qui permet donc d'appliquer le produit sur les mains. Donc et puis des étiquettes pour étiqueter ces bouteilles en différentes langues. Donc avec un starter kit, vous pouvez réaliser vous avez 6 bouteilles pour mettre donc à 6 points de votre site différents le produit si vous n'avez pas déjà une station qui peut être remplie avec ce produit-là. Alors, une question pour toi, sans doute, Sandra. Peut-on utiliser les produits cuisine pour les autres surfaces? Donc là, j'imagine que ce sont des produits détergents, désinfectants, type Desguard 20 ou Ecobac classique. Eh bien, donc, ça dépend des produits. Les produits les désinfectants sont régis par ce qu'on appelle la directive biocide. Et donc, au moment de la déclaration, on déclare si c'est un produit qui doit être utilisé sur surface alimentaire ou non. Et donc, les produits cuisine, donc surface alimentaire, sont utilisables si ils ont aussi été déclarés comme utilisables sur les surfaces générales, autres qu'alimentaires. Bon, c'est par exemple le cas, on a vu plusieurs produits dans ce cas-là. Il y a Ecobac classique, Ecobac Foam Plus, Diesin CL, Kitchen Pro Desk, Oasis Pro 20 Premium. Tous ces produits-là, ils sont utilisables dans les 2 environnements. Alors, également une question à propos de l'hygiène des machines à glaçons. Quels produits peut-on utiliser? Sandra, peut-être? On va utiliser un produit qui est conforme surface alimentaire, qu'il faudra très soigneusement rincer, comme l'oblige la législation pour les surfaces alimentaires. Donc voilà, un Ecobac classique par exemple, mais comme il est parfumé, moi je lui préférerais plutôt un Microquat Extra ou un Desguard 20 qui sont pas parfumés. Et de la même façon, on nous demande est-ce que l'Oasis Pro Premium doit être rincé sur les surfaces? Pour les surfaces alimentaires, oui. C'est la législation française qui impose un rinçage sur toutes les surfaces alimentaires. Donc toutes les surfaces pouvant être en contact avec les aliments, avec ces produits-là. Il n'y a que quelques produits très spécifiques qui peuvent être utilisés sans rinçage. Ok. Alors, des questions également sur l'Oasis Pro 63 en hôtellerie, qui n'existe plus. Il n'existe plus. Oui. Non. Donc maintenant, ce sera l'Oasis Pro 20 Premium. Voilà, c'est l'Oasis Pro 20. Oui, tout à fait. Qu'on a vu dans la présentation. Oui.
Donc ensuite, nous avons des questions également sur les masques. Là, je ne sais pas si nous allons pouvoir y répondre. À savoir, en fait, va-t-on devoir porter un masque pour cuisiner? Donc là, on est en attente des consignes gouvernementales hein, là-dessus. Le gouvernement édite des règles, des guides très précis où ce genre de sujet est abordé. Vraisemblablement, on peut imaginer que oui, dès que la distanciation sociale n'est pas possible, le port de masque sera au moins recommandé. C'est des choses qu'on voit y être déjà dans certaines cuisines centrales d'ailleurs. Alors, nous avons évoqué les produits, la laverie vaisselle, et on nous pose également une question quant à nos recommandations pour la plonge batterie. Je pense que les procédures vont être à peu près les mêmes. Oui, s'assurer cette température qu'évoquait Sandra de 60 degrés sur le lavage et 80 degrés sur le rinçage. C'est vraiment extrêmement important d'avoir ces deux températures pour assurer un lavage hygiénique. Après, en amont, on peut faire de la plonge manuelle si on n'a pas trop de bac à traiter pour s'assurer encore plus d'un nettoyage en profondeur. Ok. Nous avons également une demande. Y aura-t-il, Philippe, sur le site ecolab.com, un récapitulatif des produits qui peuvent nous permettre de lutter contre le coronavirus? Un résumé. C'est une bonne remarque que c'est quelque chose qui aujourd'hui n'y est pas, mais qu'on va aussi mettre en place. Ouais. Ok. Alors, je crois que nous avons encore quelques questions. Au niveau des masques également, nous y avons répondu. Alors, pour privilégier le savon au gel désinfectant en présence de points d'eau, donc pourquoi positionnez-vous du désinfectant lorsqu'il y a déjà du savon? Sur le plan de disposition des doseurs, on a évoqué le fait d'avoir du produit type Epicare 5C avec également un gel alcoolique. Alors pourquoi les deux? Souvent, ouais, vas-y. Non, mais en l'absence de point d'eau, ça peut être utile. C'est pas, je dirais si je prends une cuisine, c'est clair que c'est probablement pas très utile. Dans d'autres zones, ça peut être important parce qu'on va être en absence de point d'eau pour le personnel. Par contre, ça peut être important pour les visiteurs et c'est aussi un moyen de rassurer convives, clients. Pareil dans les sondages qu'on voit, un peu partout. Le public s'attend à avoir ces produits à disposition pour lui. Donc peut-être moins important pour la zone interne que pour la zone externe, sauf à des endroits où on n'a pas de point d'eau. Ça peut être arrivé dans certains cas en hôtellerie où on peut pas retourner systématiquement à l'office. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Sandra. Moi, je pensais, par exemple, aux serveurs hein, qui vont, s'ils rentrent en zone, peut-être à la limite de la cuisine, eux, ils vont pas forcément. Il y a peut-être une partie du personnel qui n'ira pas forcément traverser la cuisine pour aller se laver les mains et qui, auquel cas, un gel désinfectant à l'entrée de la cuisine peut être utile. Voilà, ça rejoint les visites, comme tu disais. Ça rassure. Oui. Alors, une question pour toi, Philippe. Les produits contre le Covid-19 sont-ils compatibles avec une démarche écologique? Est-ce que les produits biocides au sens plus général sont compatibles avec une démarche écologique? Qu'est-ce qu'une démarche écologique? Ça c'est une bonne question. C'est clair que les produits biocides ont un impact sur l'environnement. C'est pour ça que ces produits-là ne peuvent pas bénéficier d'un écolabel, que ce soit l'écolabel européen ou le Nordic Swan. C'est interdit parce que de par leur conception, un biocide, ça veut dire qu'il tue la vie,
on sait que ça va avoir un impact sur l'environnement. Donc c'est ce qui peut leur rendre compatible avec une démarche durable, c'est leur bonne utilisation, c'est-à-dire leur dosage de manière adéquate, c'est-à-dire pas surdosé, les utiliser sur les bonnes surfaces, mettre en place des démarches qui vont pas consommer trop d'eau, par exemple. Hein, on sait qu'on doit les rincer, mais lorsqu'on va les appliquer, est-ce qu'on peut avoir des démarches qui sont plus vertueuses et qui vont utiliser moins d'eau lors de l'application? C'est plus dans la méthodologie d'application qu'on peut aborder la durabilité que sur les produits eux-mêmes, parce que par définition, on sait que ce sont des produits qui vont avoir un impact sur l'environnement. Hein, s'ils n'étaient pas biocides, c'est-à-dire s'ils n'étaient pas capables d'éliminer les virus, les bactéries, les levures ou les fonges, voire les spores, ils ne seraient pas très utiles dans la lutte qui nous réunit aujourd'hui. Voilà, donc on est plus dans la bonne méthodologie, dans la bonne utilisation de ces produits-là quand c'est nécessaire pour avoir une démarche durable, plus que dans leur utilisation elle-même, puisque ces produits ont un impact. Alors, on va prendre encore une ou deux questions parce que nous avons déjà dépassé le temps imparti. Je propose de répondre à celle-ci. Cas particulier du nettoyage et désinfection des végétaux? Comment peut-on les traiter? Oui, donc on a un produit qui est aussi efficace, je crois, sur le Covid, qui est le microchlore. Donc c'est un produit sous base chlorée. Donc après, il y a toute une législation en France sur ce typologie de produit avec des dosages maximum autorisés, des temps de contact maximum autorisés en fonction du type de végétaux. Et puis tu veux rajouter quelque chose, Sandra, réglementairement ou... Oui, c'est ça. Réglementairement, pour la désinfection des végétaux, on n'utilise pas un désinfectant, mais ce qu'on appelle un auxiliaire technologique. Il n'y a pas 36 produits qui sont autorisés, hein, c'est que l'hypochlorite de sodium et à une certaine concentration. Donc, à cette concentration-là, on n'a pas un produit actif contre coronavirus. Et il n'y a aucun moyen, la législation française ne permet pas autre chose. Simplement, il faut savoir que la contamination, par le fait d'ingérer des aliments est considérée comme quasi nulle. Les aliments vont dans comment ça s'appelle, l'œsophage, etc., et pas du tout dans la conduite nasale. Donc c'est pas une source de contamination contre coronavirus. Il n'y a pas lieu d'utiliser un produit actif contre coronavirus pour la désinfection des aliments. Alors Sandra, j'ai une question pour toi également à propos de la durée d'efficacité d'une solution de détergent de désinfection type Kitchen Prodes dilué en spray. D'accord. Donc, pour tout, donc nous on donne une date limite d'utilisation pour les produits concentrés, hein, que nous vendons tels que vendus. Par contre, on ne maîtrise pas la façon dont sont fabriquées les solutions diluées, donc on ne peut pas garantir une durée de conservation des solutions diluées. Alors, c'est pour ça qu'on donne des recommandations. Ce ne sont que des recommandations de conserver les solutions diluées pendant 24 heures. Voilà, là on estime qu'il n'y a pas de risque à utiliser pendant 24 heures une solution qui a été préparée par le client. Alors une question pour toi peut-être Philippe, existe-t-il un produit sans rinçage pour la désinfection des tables de restaurant? Alors
sans rinçage pour la désinfection des tables de restaurant. Est-ce que si on considère que sur la table de restaurant, on ne va pas mettre directement des aliments, on peut utiliser les produits qu'on a présentés, hein, que ce soit des Cobac ou du Dryzone Oxy en produit prêt à l'emploi ou du Kitchen Pro Oxyfoamès en prêt à l'emploi pour désinfecter ces tables. L'obligation de rinçage, c'est si on est amené à mettre directement sur la surface un aliment. Donc sur une table de restaurant, c'est pas l'utilisation normale de la table de restaurant de mettre directement des aliments sur cette table. Donc pour moi, on peut utiliser les différents produits qu'on a présentés. Et nous allons peut-être finir avec une question sur l'hébergement, sur l'hôtellerie. Une cliente nous dit qu'elle utilise le produit Oasis Pro 61D. Peut-elle l'utiliser également sur le sol? Et quel est le délai entre le nettoyage et la désinfection de la chambre et le moment où on peut la relouer à un client suivant? Alors, oui, l'Oasis Pro 61D, c'est un produit, au départ, c'est un détergent désinfectant pour les sanitaires. Alors, on peut l'utiliser, oui, par exemple, sur le sol, le carrelage de la salle de bain, hein, sans problème. Hein. Bon, bah, c'est un produit qui est actif contre coronavirus en 5 minutes. Donc, au bout de 5 minutes, on peut rincer le produit et donc la désinfection, elle est assurée à l'issue de ces 5 minutes. Il n'y a pas d'autre délai que ça. Et encore une dernière question, je dis toujours une dernière question, mais il en arrive encore beaucoup et nous n'aurons pas malheureusement l'occasion de toutes les traiter. Pour les produits périmés, est-ce que l'on peut les retourner à son fournisseur et que doit-on en faire? Sandra? Ça va dépendre de votre fournisseur. Donc, nous, on ne livre pas je crois que c'est 30 jours avant je sais plus, c'est 30 jours ou 60 jours avant la date de péremption, on ne livre plus les produits déjà. Donc après, je ne sais pas quelles sont les règles des autres entreprises. Et les produits périmés, il existe un certain nombre de sociétés qui sur le marché, ouais, qui sont disponibles sur Internet. Hein. Il suffit de rechercher une société pour reprendre ces produits-là. Mais c'est vrai que nous, en tant que fournisseurs, nous ne reprenons pas les produits périmés. Et non, et nous, on livre pas des produits périmés. Donc, il y a un délai qui est suffisamment important en fonction c'est lié au principe actif. Hein. Il y a un délai qui est suffisamment important normalement pour qu'il soit utilisé avant d'être périmé. Et j'ai des questions également à propos d'une attestation de formation. Pour avoir participé à ce webinaire, il n'est pas prévu de réaliser de telles attestations. Donc nous avons fini les questions. Il y en a encore d'autres. Je crois que nous avons répondu à la majorité d'entre elles. Nous avons largement dépassé le timing que nous nous étions fixés. Donc, je vous remercie réellement de vous être connectés si nombreux à cette session. Comme nous l'avons évoqué, cette session est enregistrée. Elle va être disponible très rapidement sur notre site ecolab.com, mais également sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à la partager si vous souhaitez que certaines personnes de vos équipes, par exemple, y participent. Et cette session sera également renouvelée demain. Donc, si vous souhaitez également obtenir le lien, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une excellente journée. Un grand merci à Philippe et à Sandra pour également leur support. Et nous vous disons à bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.